Chers internautes, bonsoir. Vous êtes en ma compagnie pour cette nocturne et ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Adnan Azam, syrien, écrivain, donc romancier et aussi grand voyageur qui raconte d'ailleurs très bien dans son livre son voyage de Damas à Moscou. J'ai le plaisir de recevoir Adnan Azam aujourd'hui en entretien exclusif, voilà, en votre compagnie. Bonsoir Adnan. Bonjour Laura. Racontez-nous un petit peu qui vous êtes. Donc, j'ai parlé du fait que vous êtes voyageur, vous êtes globe-trotteur, vous avez parcouru tout le continent eurasien, il me semble. Dites-nous un petit peu plus. Écoutez, aujourd'hui, je suis tout simplement un Syrien aujourd'hui, un Syrien, un humain syrien qui est blessé, meurtri par ce qui se passe en Syrie. Aujourd'hui, euh, jeudi là, à 14 heures quelques minutes à la seconde où je vous parle, j'ai un autre oreille scotché à la radio qui est un radio syrien et j'entends le bruit des avions israéliens qui circulent dans le ciel de Damas, qui bombardent Damas, comme ils le font depuis un an et demi, pratiquement au quotidien. Et là, particulièrement depuis une dizaine de jours, ils ont élargi la blessure dans le corps de notre terre, ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quel Syrien, quelle que soit son obédience, n'importe quel Arabe, n'importe quel humain, si vraiment elle a le minimum de son humanité, elle va d'abord, elle va sentir le mal de ce frappe, mais elle va le rejeter parce que c'est un acte barbare, c'est un acte de vengeur, de génocidaire, c'est un acte des gens qui n'ont aucune culture civilisationnelle à travers leur histoire, en dehors de cogner, frapper et tuer, massacrer, comme ils le font en Palestine depuis le 8 octobre 2023. Donc aujourd'hui, je suis un Syrien qui souffre. D'accord. Alors, racontez-nous un petit peu comment se sont déroulés ces derniers événements. Il me semble que ça a commencé le 27 novembre. Comment vous avez appris et quelle était votre première réaction sur ce qui se passe? Écoutez, je pense que les gens qui écoutent aujourd'hui les médias, ils cherchent à comprendre. Hmm. Donc, je ne peux pas me permettre de commencer par le milieu de vidéo, quoi, de cassette ou de l'histoire. Il faut que je commence un petit peu dès le début. Vous avez tout le temps pour le faire. Et comme on a dit qu'on a une heure, donc je vais essayer de vraiment d'être un pédagogue. Aujourd'hui, j'ai pas une envie de me placer, ni de parler, Aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer, Hmm. de raconter le mal syrien, parce que c'est un vrai mal qu'on vit actuellement en Syrie. Le mal syrien a commencé en 1400, quand l'empire des Omeyyades a chuté en Andalousie, parce que c'était quand même, c'est parti, cet empire gigantesque a commencé de Damas, les empires des Omeyyades, qui est resté 700 ans quand même. Pour que les gens qui écoutent, ils savent, ils pensent pas que les Syriens, ils ont toujours été écrasés sous les bombes sionistes, atlantistes, anglo-saxons. Donc, on a eu plusieurs fois dans l'histoire, depuis 7000 ans jusqu'à aujourd'hui, d'apporter notre apport culturel, civilisationnel dans le monde. Donc, à 1400, on est tombé. 1517, les Ottomans, les barbares ottomans, ils sont rentrés en Syrie et ils ont colonisé la Syrie. Au nom de l'islam. C'est ça le drame. Au nom, au nom de la religion, ils nous ont colonisés. Au nom de la fraternité musulmane. Et aujourd'hui, s'il y a un Syrien qui m'entend en train de parler comme ça, elle va hurler, non, c'était pas l'occupation, c'était le califat. Vous voyez? Donc, donc déjà, c'est là où la confusion a commencé, en 1517. On est resté jusqu'à 1914. Ça veut dire 4 siècles. En 1914, on a eu le grand chance d'avoir un Anglais qui s'appelle Lawrence of Arabia, Laurence d'Arabie,
un vrai espion qui est venu voir le chef le petit-fils de notre prophète Mohammed, le shérif de la Mecque, pour lui dire, écoute, on va t'aider pour avoir ton indépendance et l'indépendance de l'ensemble des pays arabes. Et comme toujours, les Arabes, ils sont naïfs, ultra naïfs, même stupides par moment, et je parle de moi-même, bien entendu, on a cru Monsieur Laurence d'Arabie. On l'a suivi. On est monté sur le chameau, comme dans le film d'Omar Sharif. Hâte, 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 ça y est, on est parti de la Mecque jusqu'à Damas. Et quand on était arrivé à Damas, eh bien, Laurence d'Arabie, elle a dit merci, merci, ça y est, maintenant vous pouvez retourner dans votre tente. La Syrie appartiendra à la France, avec le Liban, avec le Maroc et l'Algérie, et l'Égypte, avec tous les billets de pétrole, appartiendront à la Grande-Bretagne. Et donc, on est rentré dans une deuxième occupation jusqu'à 1946. En 1946, on a commencé à avoir notre indépendance, mais les pions des, du monde occidental, ils sont restés quand même sur place à à travers des agents à eux. Et surtout, il y a quelque chose qui s'est produit, c'est l'arrivée des États-Unis, l'arrivée de l'impérialisme américain qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, qui a contrôlé totalement l'Europe. Et ils n'ont pas libéré l'Europe, ils n'ont pas libéré la France, ils ont contrôlé la France et l'Europe tout entière, et bien entendu contrôlé tout ce qui appartenait à l'Europe, et en particulier le monde arabe. Et ils ont mis la main sur la richesse pétrolière, gazier du monde arabe. Et depuis 1946, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 1948, le partage de la Palestine. Et c'est là notre siècle moderne, plein de pages noircies, a commencé. Car tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour la Palestine et c'est à cause de la Palestine. Parce qu'en 1948, on a installé l'entité sioniste, anglo-saxon, impérialiste américain, et dans la création de cette entité, les idéologues, depuis Theodore Herzl, en passant par Balfour, le premier ministre anglais, et ils ont écrit pour que cette entité puisse vivre, il faut créer des petits États ethniques autour d'elle, faibles et pauvres, et qui continuent à s'entretuer entre eux. Et ils ont trouvé un meilleur support pour ça, c'est de monter les sunnites contre les chiites et les chiites contre les sunnites. Donc, à l'intérieur de la famille arabe. En 1948, ça s'est produit. Quelques années plus tard, 1967, ils ont créé la guerre de séjour. Et la guerre de séjour, bien entendu, l'entité impérialiste qui s'appelle Israël, elle a pris des terres de la Syrie, de la Jordanie, de Liban et de l'Égypte. Rebelote 1973, et puis jusqu'à 1991. Vous voyez, pratiquement tous les 10 ans, il y a une guerre en plus, une bataille en plus, étendement sur la terre arabe en plus, pour asseoir cet empire occidental, anglo-saxon et sioniste au cœur du monde arabe, pour empêcher le monde arabe définitivement de se réunir, à reprendre son souffle et participer à l'histoire civilisationnelle humaine. Donc, en 1991, ils ont commencé par détruire le pays arabe le plus fort, le plus florissant à l'époque, l'Irak. Presque 2 millions d'Irakiens, 2 millions d'Irakiens, ils sont soit morts, soit quittés l'Irak. Et jusqu'aujourd'hui, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, l'Irak n'a pas retrouvé sa sérénité ni sa vie normale, car jusqu'aujourd'hui, la guerre sunnite, chiite, kurde, elle est complètement à pied d'œuvre et il n'y a pas réellement, il n'y a pas véritablement un État dans le concept
occidental qu'on le connaît aujourd'hui ici en Europe. mm, Et puis, après l'Irak, ils nous ont inventé Madame Hillary Clinton parce qu'elle adore le monde arabe. Elle a inventé le printemps arabe avec, avec Zbigniew Brzezinski, Charles Perle et tous l'équipe vraiment dure, l'équipe pleine de poison, pleine de venin autour de George Bush. Euh, et après, bien entendu, il y avait Obama, tout ça. Euh, et ils ont inventé ce concept de printemps arabe. Pourquoi? Parce ils ont changé complètement le mode de guerre. Ce n'est plus des guerres de chars et des avions, c'est une guerre à civil, l'intérieur. C'est vider civil. Mm, l'État, vider le peuple de son âme, mm. vider-le complètement de l'intérieur. Donc, on commence par en disant, oh là là, l'Irak a des armes chimiques. Et La petite féole. pendant jour et nuit, David Bojadas, Darius Rochepin, tous les médias en France et Navarre, 24 heures sur 24, il n'y a plus rien qui compte sur Terre en dehors de l'arme chimique en Irak. Mm, On oublie tous les armes nucléaires, on oublie la bombe atomique que les États-Unis a larguée sur les Japonais. Il y a 2 kilos d'armes chimiques en Irak, il n'y a plus que ça sur Terre. mm, Et après, on commence à décréter l'embargo contre le peuple irakien. Et après, on commence à affamer le peuple irakien. Après, on commence à injecter des sommes d'argent phénoménales pour les traîtres irakiens pour qu'ils puissent agir contre leur propre peuple. Vous voyez? mm, Jusqu'au moment où l'État ressemble à un arbre plein de roues, hein, un arbre qui est prêt à tomber tout seul. Et mm, là, on lance un offensif ultime militaire pour remplacer le pouvoir par un pouvoir colonialiste, corrompu, et qui tue tout ce qui bouge, tout ce qui respire, culturellement, économiquement, militairement dans un pays. mm, Ce même scénario, ces mêmes recettes, on l'a appliqué en Libye, mm. on l'a appliqué Notre État très prospère d'ailleurs. on l'a appliqué en Algérie et en 2011, on l'a appliqué en Syrie. Pour que les gens qui m'écoutent, ils ne pensent pas que j'étais le tambour de Bachar al-Assad en Syrie. Moi, j'étais en prison en Syrie en 1978, à l'âge de 21 ans. J'étais en deuxième année de droit à Damas. À Damas, oui. Et ils m'ont mis en prison pendant 17 jours. J'étais torturé Pour quelle raison c'était? parce que depuis l'âge de 11 ans, je disais que j'ai envie de devenir président de la République. Ah, Et j'ai d'accord. travaillé toute ma jeunesse pour me cultiver, pour me préparer pour devenir président de la République parce que je lis dans mon livre d'histoire de sixième, c'est-à-dire la dernière année de l'école alimentaire, que dans un livre d'histoire, je lus une phrase. Il était un prince, il a gouverné avec justice, il a rendu son pays riche en miel, en soie, en huile d'olive. Et je me suis dit, tiens, je vais rendre à la Syrie comme elle était autrefois, riche en miel, en soie, en huile d'olive. Et je vais gouverner avec justice. Mm, Et j'ai gardé ça en moi, à l'intérieur de moi-même, pendant toutes mes études préparatoires et secondaires et 2 années à la fac. J'ai parlé avec mes amis syriens de ça. mhm. Et donc, le pouvoir, il pensait que moi, j'avais des connexions avec l'étranger et tout ça. Ils m'ont mis pendant 17 jours avec la torture la plus absolue. En sortant de prison, j'ai changé de rêve. C'était à l'époque de De Hafez Monsieur Assad. Hafez al-Assad, oui, absolument. En sortant de prison, je me suis dit, ça y est, je ne peux plus devenir président. Je montais sur mon cheval et je me suis dit, à défaut de devenir président, je veux devenir l'ambassadeur de mon peuple. Parce en réalité, je suis un arabe et j'adore ma culture, j'adore la Syrie, comme la totalité des pays arabes. J'ai vécu partout dans tous les pays arabes. Et je voulais partager ça. Et j'avais en tête que ces deux mondes qui sont côte à côte, le monde arabe et l'Europe, doivent absolument parler ensemble, tourner l'histoire et la page de l'histoire
on a passé notre temps à se coloniser mutuellement, à se entretuer mutuellement. Donc j'avais vraiment l'impression que je vais pouvoir faire quelque chose de miraculeux à réconcilier l'Europe avec le monde arabe. Et donc, Racontez-nous justement votre livre qui raconte cet incroyable voyage de Damas à Moscou, c'est ça? non, ça c'est deuxième. Oui. Le premier voyage, je suis parti dans toute l'Europe, les États-Unis et la totalité des pays arabes. Et ça a duré 4 ans. J'ai passé 1300 jours à cheval sur la route. Et à Comment la fin s'appelle de ce votre voyage, premier livre, Le Cavalier? le premier livre, c'est Quand l'Arabe s'éveillera. Et ça, Ah, on le trouve d'accord, sur Internet. Il suffit d'accord. de taper mon nom, Adnan Azam, on va trouver tous mes livres Oui, sur vous avez. Ouais. The Book Edition ou Amazon. Mhm. Donc, après ce voyage, je me suis installé 25 ans à Paris, Oui. où j'avais même pas la possibilité d'aller en Syrie. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, je ne les ai pas vus partir. C'est en 2011 que je suis retourné en Syrie. Je suis retourné quand la guerre, justement la guerre de Madame Hillary Clinton a commencé, le printemps arabe. Parce Mhm. qu'il y avait des milliers des hommes qui sont venus de l'étranger. Je ne veux pas les qualifier de terroristes parce qu'après, les gens ils vont venir me tirer un balle dans ma tête. Donc, il y a des hommes qui sont venus pour faire tomber l'État syrien. Mhm. Avec l'appui des Américains, avec l'appui de Laurent Fabius, avec l'appui de tous les sionistes du monde, parce que la Syrie en 2011, c'était un pays fort, et pour Israël, c'est pas beau. Pour la fille aînée de l'impérialisme américain, ça, c'est pas beau. Il faut Mhm. que tout le monde couche à côté de l'État d'Israël. Vous voyez? Donc, je suis retourné là-bas et j'ai commencé à travailler comme un journaliste, comme un homme de médias. Je me suis présenté aux élections. Je suis devenu vice-gouverneur de ma région, Mhm. Soïda, par le vote et pas par la nomination. Et je n'appartenais pas au parti PAS. J'étais vraiment indépendant. J'ai jamais porté des armes. J'ai porté toujours mon crayon et mes papiers. Mhm. Parce que je pensais vraiment, et je pense toujours, que ce n'est pas aux étrangers de changer le pouvoir dans un pays. Mhm. Bah, Donc, clairement, vous voyez? clairement. Et donc, jusqu'à 2021, en 2021, je subis une attaque. Un groupe de personnes, ils ont essayé de me kidnapper. Ah, Ils ont tiré sur moi. J'ai, j'ai nagé dans un bain de sang. À la fin de l'émission, je vais vous envoyer ma photo, comme ça vous allez me voir. Il y a des gens qui m'ont filmé. ça s'est passé où? C'est passé devant mon bureau au gouvernorat de Souaïda. Ah, d'accord. Mhm. Vous voyez? En Syrie même. Parce que j'étais patriote, parce que j'ai pas volé de l'argent de l'État, parce que j'ai toujours eu un discours patriotique contre l'impérialisme américain, contre toute ingérence ottoman turque dans mon pays. Et ça ne plaît pas. Mhm. Et j'étais très populaire. J'étais vice-gouverneur dans une région qui fait 400 000 habitants. J'ai fait beaucoup de choses, surtout dans le domaine culturel, la structure intellectuelle, comment on peut aimer son pays avec amour et avec fraternité et amitié pour aussi les autres, pas seulement pour les gens de l'intérieur. Et après ça, j'ai donné ma démission et je suis parti pour faire un voyage de Damas à Moscou à cheval. J'ai passé 300 jours sur la route à travers la Jordanie, l'Irak, l'Iran et la Russie. J'invite nos C'était auditeurs à absolument, découvrir c'était votre livre. absolument extraordinaire. Je conseille vraiment de tout mon cœur que les gens commandent ce livre. Mhm. Il est à 16 euros seulement chez The Book Edition et ils vont trouver que chaque pas dans ce voyage était une véritable leçon de vérité. Mhm. Chaque jour de ce voyage, il était un véritable tissage d'amitié avec les gens sur la route. Mhm. Et, et donc, à la fin de ce voyage, je suis retourné à Paris et j'ai suivi, je reviens à votre question maintenant, j'ai suivi seconde par seconde ce qui se passe en Syrie. La Syrie, si vous voulez, aujourd'hui, oublions cette semaine-là qui vient de passer, juste
essayons de reprendre l'image de la Syrie. La Syrie souffrait d'un embargo horrible. Mm. Euh, le monde occidental utilise cette arme fatale, cette arme mortelle, c'est l'embargo. Quand il y a un embargo contre un pays comme la Syrie, qu'est-ce qui va se passer? Soit on meurt biologiquement, soit on quitte le pays, on part à l'étranger, on vient en Europe. Comme ça, monsieur le ministre de l'Intérieur en France, il va trouver un sujet de parler pour critiquer les immigrés, oui, sans dire aux Français qu'à chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde arabe, pour l'État sioniste, il y a 1 million d'immigrés qui viennent en France et en Europe. Et ça, c'est mon prochain livre. Malheureusement, Monsieur Azam, il n'y a pas que les Arabes qui, enfin, il y a pas que cette immigration qui fuit les guerres qui aujourd'hui est présente sur notre sol. Voyez bien, Bien sûr, ce absolument, n'est qu'une goutte absolument. dans la mer, hein. D'ailleurs, l'accueil, il a été prévu pour justement des gens qui fuient la guerre, mais Bien effectivement, sûr, ils créent la absolument. guerre pour ensuite, voilà, Mais c'est ça, c'est ce que je rapproche, pardonne-moi, là, on va pas s'éloigner du sujet, mais c'est ouais. ce que je rapproche aux gens de pays de Lumière, notre chère France, les intellectuels de quartier latin qui soi-disant humanistes, mondialistes. Il faut, quand on étudie un sujet, il faut voir à la racine qu'est-ce qui se passe. Comment voulez-vous un peuple continuer à vivre en Syrie, pour que je retourne en Syrie? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de gaz ou de chauffage ou de quoi que ce soit. En 2018, j'ai attrapé une maladie dans mon dos parce que j'ai passé un hiver ultra froid. On n'avait pas de quoi chauffer. Donc, les gens, ils commencent à faire de contrebande Mm. avec tout ce qu'ils peuvent, y compris le drogue. Le marché noir, oui. Et comme le marché noir, bien sûr. Et ça va avec le professeur, avec l'instituteur, avec le policier, avec le militaire, avec tout le monde. Mm. Moi, vice-gouverneur en Syrie, mon salaire était 40 euros par mois. Un instituteur, son salaire, il dépasse même pas le 20 euros par mois. Un employé de nettoyage dans la rue, son salaire, il est de 8 euros par mois. Comment voulez-vous qu'on vit avec ça? Mm. Ça crée une classe politique extrêmement corrompue et on a le choix. Ça met quelqu'un comme moi, un intellectuel comme moi, on le met entre deux choix. Soit coopérer avec les forces étrangères, sionistes, anglo-saxons, soit rester avec un pouvoir corrompu. Mais il a un discours patriotique. Et vous appelez à la Évidemment, mise en place d'un euro numérique. absolument, Mm. absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.